Bonjour et bienvenue à ce cours d'économie à destination des élèves de terminale STMG. Nous poursuivons donc ce cours, cette troisième vidéo avec donc pour thème les instruments de la politique économique conjoncturelle. Nous avons déjà évoqué dans les deux premiers points d'abord donc les différentes situations économiques auxquelles pouvait faire face l'État. On avait notamment évoqué le cas de la dépression, de l'expansion, de la récession, de la stagnation, entre autres. Ensuite, quels étaient, dans un deuxième point, les rôles pour la politique monétaire. Donc on avait vu l'organisation de l'Europe monétaire et ensuite les différentes politiques qui pouvaient être menées par l'Europe. Enfin, c'est le cours du jour, donc quel rôle pour la politique budgétaire. On verra donc dans un premier point les différents prélèvements obligatoires, leur rôle et donc le budget de l'État. Et dans un deuxième point, donc quelle est l'utilisation de cette politique budgétaire. En fait, on verra beaucoup s'il s'agit d'une politique dite de relance ou d'austérité et quelles en sont les conséquences. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, quel rôle pour les politiques budgétaires? Pour cela, donc, un premier document, le document 11, où on vous demandera de calculer le poids des différents types d'administration dans les prélèvements obligatoires, et ensuite de commenter les résultats. Le document, le voilà. Donc, on vous donne un texte, on vous dit que les prélèvements obligatoires, ce sont tous les versements effectués par des personnes physiques ou morales, donc des entreprises, donc versements qui sont effectués auprès des administrations publiques afin de financer leurs dépenses. Les impôts, eux, sont prélevés sur l'ensemble des contribuables et constituent un versement obligatoire sans aucune contrepartie. On parle notamment de l'impôt sur le revenu à titre d'exemple. Ces impôts servent à financer les dépenses publiques et donc on distingue des impôts les cotisations sociales qui elles sont prélevées, donc on vous dit au profit des organismes de protection sociale. On pense notamment aux cotisations pour le chômage, cotisations pour la retraite, cotisations maladie, etc. En 2013, ça date un petit peu, mais c'est vrai que c'est toujours d'actualité ou très très proche. En 2013, on vous dit que les prélèvements obligatoires se sont élevés à 945,6 milliards d'euros. Question donc calculée en pourcentage le montant donc qui a été prélevé, donc la répartition des prélèvements obligatoires, d'abord donc pour l'administration centrale, ensuite pour la sécurité sociale et enfin pour les différentes administrations locales. Comment faire pour calculer un pourcentage? Le principe il est simple, hein, c'est toujours le même, à savoir qu'on prend la part divisée par le total. Je prends la petite calculette qui est fournie, donc la part en l'occurrence 313,9 et je divise par le total 945,6. J'ai la version, le rapport en tout cas pour 1, je multiplie par 100 et j'obtiens donc un total de 33,19%. Donc quasiment 33,20, donc 33,2%. Alors 33,2, ça correspond donc à l'État et à l'administration centrale ainsi qu'à l'Europe. Et oui, la France verse une partie pour le financement de l'Europe et de toutes ses instances. Pour la sécurité sociale, donc même principe, on fera 507,2 divisé par 945,6 et donc nous trouverons ces différents chiffres ici donc récapitulés. Donc pour l'État, j'avais dit 33,2, on obtient pour l'administration de sécurité sociale 53%, plus de 53%, et pour les différentes administrations locales 13,3%. Si on regarde la question, c'était écrit donc de commenter les résultats. Quels commentaires pouvons-nous faire? Ici en l'occurrence, on peut dire que les prélèvements qui vont être les plus importants sont sont réalisés en faveur de la sécurité sociale. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que la France est un pays très social, entre guillemets, donc qui se soucie essentiellement du bien-être de ses citoyens. Et donc ça signifie que la France s'occupe énormément donc des prestations maladie, des prestations retraite, maternité, famille. Vous voyez, tout ce qui fait que nous vivons dans notre société française de telle ou telle manière. Alors pareil, d'un pays à l'autre, on a affaire à des régimes totalement différents, à une gestion différente.
je prends les États-Unis en exemple parce que c'est vraiment en termes de santé un pays qui fonctionne totalement différemment. La sécurité sociale aux États-Unis n'existe pas. La seule petite partie qui existe réellement, c'est ce qui a été amené par Barack Obama avec ce qu'on appelle l'Obamacare, qui normalement est défait, doit être supprimé par Trump, mais bon, ça va être assez difficile pour lui. Sinon, là-bas, c'est totalement privé, donc ce n'est pas l'État en fait qui va gérer la santé de ses concitoyens. Ici donc, en France, si vous êtes malade, vous vous faites soigner quasi gratuitement, parce que bah, c'est l'État qui a décidé, qui prend soin finalement de ses citoyens. Question 18. Sachant que le PIB s'élevait à 2115 milliards d'euros en 2013, on vous demande de calculer le poids des prélèvements obligatoires dans l'économie française. Alors 2115 en 2013, il faut savoir qu'actuellement, donc pour 2019, le PIB de la France normalement s'élèvera à 2400, un peu plus de 2400 milliards d'euros. Donc vous voyez, ça augmente, mais ça n'a pas énormément évolué. Donc ici, en 7 ans, en 6 ans plutôt, 2019, on est à 2400 milliards. Donc sachant que le PIB s'est élevé à 2115 milliards d'euros en 2013, quel est le poids des prélèvements obligatoires? Là encore une fois, c'est relativement simple, c'est toujours la même chose, on prend la portion divisée par le total. Je reprends ma calculatrice, hop, je remets tout à zéro. Nous avions un total de prestations qui s'élevait dans l'exercice précédent à 945, c'est écrit là, 945,6, donc 945,6, et je le divise par le montant du PIB, ici 2115. J'obtiens donc, et je multiplie par 100, parce que là c'est le rapport simple, donc vous voyez tout de suite le pourcentage, et le calcul est simple, 44,70, donc 44,71%. C'est le poids des prélèvements obligatoires en France. Question 19. On vous demande à partir de deux documents, les documents 12 et 13, quelles sont les principales missions de l'État. Alors on va déjà commencer par lire le document. Document 12, le voici. Je vous laisse le soin de lire le document, donc vous mettez en pause, vous lisez, dès que la pause est terminée, vous reprenez. Vous venez donc de lire le document 12. À partir de ce document, donc, on va pouvoir répondre à la question: quelles sont les principales missions de l'État? Alors, les principales missions de l'État sont toujours les missions régaliennes, on va dire, de l'État, à savoir donc la défense, la sécurité. Différence entre les deux, hein, la sécurité, on va dire que c'est la sécurité sur le territoire et à l'intérieur du territoire. La défense, c'est la défense du territoire par rapport à un ennemi externe. Donc, grosso modo, la défense, c'est l'armée, donc tous les militaires, y compris la gendarmerie. La sécurité, c'est la police. Voilà. Donc, les principales missions de l'État, c'est en particulier, en premier lieu, donc les fonctions régaliennes, donc d'origine la royauté, pouvoir du roi, régalien, c'est le pouvoir du roi. Donc les fonctions régaliennes, donc la défense, la sécurité, mais aussi donc des fonctions socio-économiques. On vous parle notamment de l'enseignement scolaire, 16%, la recherche, l'enseignement supérieur, 11%, ça fait quand même un joli petit budget. Et la mission donc de solidarité, insertion, égalité des chances, 5%. Voilà, ça c'est une partie en tout cas des missions de l'État. On passe à la suite. On vous demande quel est le poids de la dette dans ce budget. Alors, le poids de la dette dans le budget, on voit le deuxième document que voilà. Le poids de la dette dans ce budget, le poids de la dette, il va être ici. Il va être représenté par la charge de la dette. Donc, hop, je m'éclipse. Donc quel est le poids de la dette? En l'occurrence, le poids de la dette, donc les engagements financiers de l'État, on dit qu'il représente 17% du budget en 2014. Alors, les engagements financiers de l'État, le poids de la dette, 17%, ça signifie quoi? Ça veut dire que l'État doit rembourser, et ces remboursements, en intérêts, capitaux, etc., ces remboursements représentent 17% de son budget. Donc vous voyez que c'est quand même relativement important. L'État est endetté, ça on le sait.
Maintenant, ce remboursement de dette coûte 17% du budget de l'État. Donc, je vous rappelle que le budget de l'État, c'est le prévisionnel entre les dépenses et les recettes. Maintenant, si on doit rembourser ces engagements, c'est qu'on a déjà créé une dette. Comment est-ce que cette dette s'est créée? Alors, cette dette, on vous dit, elle se crée par, d'une part, le déficit de l'État. Le déficit de l'État, c'est tout simplement la différence entre les recettes de l'État et les dépenses. À partir du moment où les dépenses de l'État sont plus importantes que les recettes de l'État, on est en déficit. Et ces déficits cumulés vont générer une dette de l'État. Donc c'est ce qui est dit ici. On dit que la dette se crée par le déficit de l'État. Et lorsque les dépenses annuelles sont supérieures aux recettes annuelles, l'État va être obligé d'emprunter pour assumer ses obligations. Et donc si le déficit se renouvelle chaque année, et la dette va augmenter régulièrement. Voilà. Alors ensuite, comment l'État va emprunter? Quelles sont les sources d'emprunt de l'État? L'État peut essayer d'emprunter donc à différentes banques, à des acteurs privés, donc ce qu'on appelle des emprunts d'État. Donc vous pouvez souscrire à des emprunts d'État, il n'y a aucun problème. Vous allez voir votre banque et vous demandez, donc il y a des obligations, des emprunts d'État. Et l'État peut essayer de faire financer sa dette par des pays extérieurs. C'est ce que fait notamment Donald Trump, donc ce que font les États-Unis, en faisant financer leur dette, notamment par les Chinois. Donc la Chine a de l'argent et finalement la Chine achète une partie de la dette américaine. Donc chaque État peut financer, s'il en a la possibilité, une partie de la dette d'un autre État membre. On passe à la suite. Grand B, l'utilisation de la politique budgétaire. Premier point donc, quels sont les 3 instruments de la politique budgétaire? Ici on demande de faire référence au document 14. Le document 14, le voilà. Vous dites que la politique budgétaire constitue l'un des principaux leviers de la politique économique de l'État. Elle consiste à utiliser certains instruments budgétaires, et donc là on va répondre à la question. Ces instruments budgétaires, donc, ce sont les dépenses publiques, les prélèvements fiscaux, et on vous dit le budget, donc quel niveau du solde budgétaire accepté pour influencer la conjoncture économique. On a nos 3 éléments de réponse. Donc les 3 instruments de la politique budgétaire sont la politique de dépenses publiques. Est-ce que finalement l'État doit investir davantage? On verra dans une courte vidéo juste après que l'investissement de l'État peut permettre en tout cas de relancer l'économie, et donc ça peut être intéressant pour l'État. La politique fiscale, est-ce qu'il faut alléger ou au contraire augmenter les différentes cotisations? Toujours encore une fois, si on augmente les cotisations, automatiquement le budget de l'État risque d'être soit plus important, soit le déficit budgétaire de l'État va être moindre. C'est dans cet objectif. Ensuite, on verra qu'il y a des éléments contraires. Et enfin, la décision concernant le montant du déficit budgétaire. Peut-on, pour cette année, accepter un déficit budgétaire plus ou moins important? Voilà, ce sont en tout cas les politiques qui peuvent être menées, qui peuvent être demandées à un pays. Pour mieux comprendre un texte, ce sera la question suivante. Hop, question 23. On vous dit, selon Keynes, que doit faire l'État en cas de ralentissement de l'activité économique? Et on va voir une petite vidéo. Cette vidéo donc va démontrer un petit peu quelle est l'importance, quels sont les impacts, les incidences d'une politique d'austérité ou d'une politique de relance. Donc c'est très ludique, c'est assez bien expliqué, ça ne dure pas très longtemps, donc c'est parti. Austérité ou relance, comment choisir? Pour diminuer le poids de sa dette par rapport à son PIB, un État peut mener soit une politique d'austérité, soit une politique de relance, en faisant varier ses dépenses et ses impôts. Ce choix est influencé par la valeur d'un indicateur appelé multiplicateur. Pour certains économistes comme Keynes, ce multiplicateur est forcément supérieur à 1. L'État devrait donc mener une politique de relance
c'est-à-dire augmenter ses dépenses pour augmenter son PIB. Par exemple, un État paie une entreprise 100 000 euros pour construire une école. Il creuse donc sa dette de 100 000 euros. Sur les revenus versés par l'entreprise à ses salariés ou ses fournisseurs, 20% seront épargnés et 80% seront consommés pour acheter des biens ou des services, soit 80 000 euros de dépenses supplémentaires. Sur ces 80 000 euros dépensés, 20% seront épargnés et 80% seront dépensés, soit 64 000 euros de dépenses supplémentaires dans l'économie. Ce processus d'épargne et de dépenses va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de revenus à épargner ou à dépenser. Si on fait la somme de tous les montants dépensés dans l'économie, on arrive à un total de 500 000 euros pour une augmentation des dépenses publiques initiales de 100 000 euros. L'augmentation des dépenses publiques, et donc de la dette, a entraîné une augmentation des dépenses privées et a conduit à une augmentation encore plus forte du PIB de l'État. Sa dette a augmenté moins vite que son revenu. Pour d'autres économistes, le multiplicateur est inférieur à 1. En effet, selon eux, lorsqu'un État augmente ses dépenses, les ménages subissent ou redoutent l'augmentation des impôts. Ils vont donc préférer épargner leur supplément de revenus plutôt que le dépenser. Cet argent ne sera pas réinjecté dans l'économie et l'augmentation des dépenses publiques conduira à une baisse ou à une augmentation moins forte des dépenses privées. La dette de l'État augmentera alors plus vite que son revenu. L'État devrait donc suivre une politique d'austérité, c'est-à-dire baisser les dépenses publiques et ou augmenter les impôts. Les économistes ont toujours débattu de la manière de calculer les multiplicateurs. Aujourd'hui, de nombreux économistes, dont ceux du FMI, pensent que les multiplicateurs seraient supérieurs à 1. Les États devraient donc se tourner vers une politique de relance. Cependant, cette politique paraît risquée pour de nombreux pays, car si le multiplicateur n'est en réalité pas supérieur à 1, cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie et sur la dette. Voilà, petite vidéo qui explique donc le phénomène du multiplicateur keynésien et la politique de Keynes en économie. L'autre document, donc le document numéro 15, le voici. Donc il s'agit à peu près de la même chose. Donc là encore une fois, je vous laisse mettre en pause, lire le document et dès que vous avez fini la lecture, on revient au cours. Voilà, le document a été lu, on va donc poursuivre. Question 23. Selon Keynes, que doit faire l'État en cas de ralentissement de l'activité économique? Alors, Keynes, lui, part d'une politique plutôt volontariste. Il souhaite en tout cas que l'État investisse dans l'économie. Vous avez vu la petite vidéo. Elle montre très très bien quelles sont les incidences d'une relance économique, d'un investissement de l'État. Donc, selon Keynes, il faut augmenter les dépenses publiques pour compenser la baisse des dépenses privées. Je reviendrai sur les conséquences de cette politique un petit peu plus tard. Il y a des questions ici qui vont vous aider à mieux comprendre. Question 24. Quelle en est la conséquence pour son solde budgétaire? Vous imaginez, l'État a un budget, et là on demande à l'État maintenant d'investir. Donc l'État va avoir des dépenses supplémentaires. Si l'État a des dépenses supplémentaires, son solde budgétaire va forcément générer une dette plus conséquente. Donc l'État va se mettre en situation de déficit budgétaire. Maintenant expliquez pourquoi une dépense supplémentaire de 100 millions d'euros entraînera un accroissement bien supérieur de l'activité économique. Alors là, on a une explication un peu plus complète. On dit que les dépenses de l'État, ce sont des revenus pour les autres agents économiques. Vous avez vu par le biais de l'investissement, notamment d'une école, vous avez vu que cet investissement, de 100 millions en l'occurrence, va permettre en tout cas à l'entreprise d'investir. Cette entreprise va donc acheter. Ces achats vont permettre aussi aux autres entreprises de fonctionner. En fait, on va essayer comme ça de faire fonctionner davantage un pan de l'économie. Maintenant, en fonctionnant ainsi, l'État va s'y retrouver. Alors pas forcément par le biais de la TVA, parce que pour une entreprise, donc là je rentre un petit peu sur l'aspect comptable, mais sur le plan de l'entreprise,
Vous avez deux TVA, deux types de TVA, ce qu'on appelle la TVA collectée et la TVA déductible. Autrement dit, on ne paye de la TVA que sur la valeur ajoutée, que sur le petit plus que l'on a produit. Donc en l'occurrence, les 80% de la vidéo qui ont été investis ne vont pas générer 20% de TVA directement dessus. On va générer seulement sur la petite différence, sur le petit surplus. Donc c'est pas tout à fait là que l'État va s'y retrouver. L'État va quand même s'y retrouver un petit peu à ce point de vue, mais on va essayer de voir plus loin. En fait, à partir du moment où une entreprise va avoir du travail, mais que va faire l'entreprise? Essayez d'imaginer une commande assez importante pour une entreprise, la construction d'une école, donc c'est un chantier qui va demander pas mal de temps, qui va aussi demander pas mal de matériaux, donc des investissements financiers, des investissements lourds, pas des achats courants, mais aussi éventuellement une demande accrue de personnel. Alors ça signifie quoi? Ça signifie pour les investissements donc que c'est une immobilisation, c'est un gros achat, donc ça reste un achat avec de la TVA, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Ça signifie surtout que l'entreprise, pour fonctionner, va éventuellement avoir besoin de recourir à de l'emploi, va donc employer des salariés. Alors maintenant on a un double avantage à l'emploi des salariés. Si on crée un emploi, alors vous allez pour le salarié donc augmenter son pouvoir d'achat, parce qu'avant il ne touchait que des indemnités éventuelles. Là maintenant il va avoir un salaire. Et donc si vous augmentez son pouvoir d'achat, vous allez lui donner la possibilité de consommer, donc d'acheter. Et tout ce qu'il va acheter, lui par contre, va être soumis à la TVA. Je prends le taux de TVA à 20%, sachant que sur l'alimentaire, on est aux alentours de 5,5%. Donc on n'est pas du tout sur le même taux de TVA. Toujours est-il que chaque fois que l'individu, le salarié, consommera, systématiquement, il y aura une partie, la TVA, qui sera reversée à l'État. Mais ça reste indolore. Autre chose, l'entreprise, je vous l'ai dit, emploie ce salarié. Ça veut dire que quand elle paye le salaire, elle paye aussi des cotisations, les cotisations salariales et les cotisations patronales, ce qu'on appelle les cotisations sociales. Ces cotisations, encore une fois, vont revenir dans les caisses de l'État. Donc là, encore une fois, c'est un gain pour l'État. Enfin, si on va un petit peu plus loin, si l'État, si l'entreprise en tout cas embauche une personne qui était au chômage, ça signifie que du jour au lendemain, cette personne ne va plus être indemnisée en tant que chômeur, donc l'État ne lui versera plus d'indemnisation chômage, donc c'est un gain pour l'État, c'est pas un gain dans le sens que c'est une rentrée d'argent, mais dans le sens où c'est une dépense en moins. Et c'est maintenant l'entreprise qui va lui payer son salaire. Donc l'État, finalement, ne va plus dépenser d'argent pour le chômeur. Donc l'État ne dépense pas d'argent pour le chômeur, l'État va prendre de l'argent sur les cotisations sociales, et ensuite l'État, étant donné que vous augmentez le pouvoir d'achat du salarié, l'État va prendre aussi de l'argent sur ses consommations, notamment grâce à la TVA. Éventuellement, après, on verra pour les impôts sur le revenu et autres. Donc voilà pourquoi il est très très intéressant éventuellement de recourir à une augmentation de l'activité pour l'État. Parce que après, l'État récupère quand même une somme relativement conséquente, et si tout va très très bien, l'État normalement doit récupérer plus d'argent qu'il n'en a mis au départ. C'est ce fameux multiplicateur keynésien supérieur à 1. Donc voilà, les théoriciens, en théorie ça fonctionne, en pratique, ça, là encore une fois, si ça fonctionnait réellement, tout le monde ferait la même chose et on n'aurait plus de problème. Donc comme quoi il y a des impondérables, il y a forcément des choses qui ne fonctionnent pas. Maintenant, ça c'est essentiellement dû à la réticence des différents acteurs économiques, mais ça c'est un autre sujet. Voilà donc pourquoi une dépense supplémentaire de 100 millions entraînera un accroissement bien supérieur de l'activité économique. Question 26. Quels seront à terme les effets d'une relance réussie sur les recettes du budget de l'État? Je viens de l'évoquer à l'oral. Si on relance correctement l'activité économique, forcément, on va augmenter les recettes de l'État avec toutes ces cotisations. Je vous l'ai dit, impôt sur le revenu, augmentation de la TVA, cotisation sociale. Voilà, ce sont déjà 3 points qui vous permettent de justifier une augmentation finalement des recettes de l'État. Quels seront à terme les effets d'une relance réussie sur les dépenses du budget de l'État? Là encore une fois, les dépenses de l'État vont baisser tout simplement parce que
je vous l'ai dit, il y aura moins d'aides versées aux ménages, plus de chômage à verser, plus d'aides, vous avez par exemple des aides pour certaines allocations familiales, vous avez des aides pour les allocations logement, elles sont versées aux personnes qui ont des ressources limitées. À partir du moment où les personnes travaillent, leurs ressources s'améliorent et par conséquent, il n'y a plus besoin de verser ces indemnités. Donc là, encore une fois, les dépenses de l'État baissent. Et pour les entreprises, parce que leur activité est rentable, donc il n'y a aucun problème, elles vont pouvoir payer finalement un peu plus. Tirez maintenant une conclusion des réponses à la question précédente sur le niveau de déficit budgétaire de l'État après une relance réussie. On réussit notre politique de relance. Maintenant, quelles vont être les conséquences sur le niveau du déficit budgétaire de l'État? Logiquement, si la relance est réussie, les recettes fiscales, on vous dit, vont augmenter, les dépenses publiques vont baisser. Par conséquent, le déficit budgétaire devrait diminuer, donc on vous dit disparaître, voire dégager un excédent. Mais alors là, pour nous, on en est encore très très loin. Mais en théorie, ça fonctionne. Passons à la suite. Question 28. On vous demande donc quels sont les objectifs de la politique budgétaire de l'État. Alors ces objectifs de la politique budgétaire, ça nécessite un document, le document 16, que voilà. Hop. Voilà le document, je vous laisse le document, vous mettez en pause, vous lisez. Dès que vous avez fini la lecture de ce document, on revient sur les questions. Voilà, vous avez eu le temps de prendre connaissance du document. On va donc répondre aux dernières questions. Question 28. Quels sont les objectifs de la politique budgétaire de 2014 à 2019? Alors, ces objectifs sont les suivants. Premier objectif, réduire, on dit, le déficit structurel en diminuant les dépenses publiques. Déficit structurel, ça veut dire que l'État se trouve dans un déficit permanent depuis déjà très très longtemps. Maintenant, comment faire pour diminuer ce déficit? Réduire par exemple les dépenses publiques. Alors comment on fait pour réduire les dépenses publiques? Alors attention, on n'augmente pas les recettes, on diminue les dépenses publiques. On regarde ce que l'État dépense. Que dépense l'État? Elle dépense le traitement des fonctionnaires. Que peut-on faire à ce niveau-là? Tout simplement réduire la masse de fonctionnaires. Autrement dit, il ne s'agit pas ici de licencier les fonctionnaires, il s'agit tout simplement de ne pas forcément renouveler les départs en retraite, dans la mesure du possible. Réduire les dépenses de l'État, ça veut dire réduire les dépenses sociales de l'État. On réduit par exemple les remboursements maladie. Il y a énormément de médicaments qui ne vont plus être remboursés, des visites de médecins qui ne sont pas forcément intégralement remboursées, etc., etc. Voilà, ça ce sont des dépenses budgétaires qui peuvent être réduites. Ensuite, baisser différents types d'allocations. Alors ça peut être notamment l'allocation chômage, on ne va pas forcément baisser cette allocation, mais on va éventuellement baisser son remboursement sur la durée. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous baisser immédiatement votre indemnisation chômage. Par contre, si vous restez au chômage une certaine durée, on va avoir un remboursement, une indemnisation dégressive. C'est une méthode qui permet, encore une fois, de réduire les dépenses publiques. Ce sont des dépenses publiques. Enfin, on peut réduire les dépenses publiques tout simplement en réduisant l'investissement. Tout à l'heure dans l'exemple, on a parlé de l'investissement de l'État au travers de la construction d'une école. L'État peut tout simplement décider de ne rien créer, de mettre en stand-by les différents chantiers publics, tout simplement. Deuxième objectif de la politique budgétaire, lutter contre le chômage et favoriser l'investissement. Lutter contre le chômage, ça c'est une politique récurrente de l'État. Là, le chômage est actuellement chez nous en baisse, donc on est passé sous la barre des 9%, on était un peu plus de 8% de chômeurs. Et favoriser l'investissement, donc dans le document il était question du CICE. Alors ce CICE il n'existe plus, il est normalement fermé et arrêté depuis 2019, 1er janvier 2019. L'État a décidé donc de fermer ce CICE, donc ce crédit,
et de compenser par une baisse des charges sociales. Voilà, ça c'est la politique qu'a pris l'État, le gouvernement Macron. Question 29. En quoi ces objectifs peuvent-ils être contradictoires? Donc en quoi la réduction du déficit par les dépenses publiques et la lutte contre le chômage, en quoi c'est contradictoire? C'est un petit peu ce que l'on a vu tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, on a vu que l'État, s'il investissait dans l'économie, s'il boostait un petit peu l'économie, il y avait des chances finalement que ça diminue le chômage. Parce que les entreprises vont avoir une activité supérieure, vont pouvoir éventuellement embaucher, et par conséquent, ça diminuerait le chômage. Par voie de conséquence, si l'État diminue ses dépenses publiques, donc si l'État n'investit pas, comment voulez-vous que le chômage diminue? C'est un petit peu ce raisonnement qu'il va falloir adopter. La baisse des dépenses publiques aura un effet négatif, on vous dit, sur la demande, et par conséquent va créer un ralentissement de la croissance, et donc le risque d'une montée du chômage. Les entreprises ne vont pas naturellement augmenter leur consommation, leurs dépenses. Et donc, aucune chance qu'elles fassent appel à un emploi. Question 30. Quelles sont les mesures prises pour limiter les effets négatifs d'une politique de rigueur? Là encore une fois, c'est en lien avec la vidéo. Alors, les mesures prises, on vous dit qu'une baisse des dépenses publiques la baisse des dépenses publiques plutôt va être étalée dans le temps. Donc on ne va pas baisser les dépenses publiques de façon drastique une fois, par peur justement, comme on l'a vu à la question précédente, d'avoir un effet négatif sur la demande. Donc on va baisser les dépenses publiques, mais progressivement. Et ensuite, donc la mise en place du CICE, qui va permettre aux entreprises donc d'avoir des marges pour embaucher et investir. Alors ce CICE, s'appelle le crédit d'impôt compétitivité et emploi, c'est tout simplement c'est un crédit d'impôt. C'est une mesure, je vous l'ai dit, qui n'existe plus. Donc à l'époque, là c'est parce que c'est une application du document et le document date d'il y a quelques temps. Donc à l'époque sur cette politique budgétaire, c'était d'actualité. Dorénavant, ça ne l'est plus. Mais sinon, donc ce crédit d'impôt voulait permettre aux entreprises, donc on vous dit, d'avoir des marges pour embaucher et investir, sachant que, encore une fois, l'embauche du salarié aura donc toutes les conséquences positives sur le budget de l'État. On vous dit, la demande privée, cette fois, remplacera la demande publique. On espère en tout cas que les entreprises, les citoyens, les salariés, augmentent d'eux-mêmes leurs demandes. Un ralentissement des dépenses publiques, dans ce cas, risque d'avoir un effet négatif sur l'activité économique. Donc, en gros, ce que l'on veut, c'est, voilà, l'État réduit ses dépenses. Par contre, on souhaite que la consommation soit instinctivement relancée par les différents acteurs économiques, les ménages, les entreprises. Si les entreprises décident d'investir, ils peuvent relancer l'activité. Si les ménages décident d'investir, ils peuvent relancer l'activité. C'est pas plus dur que ça, il suffit de vouloir investir. Alors pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que les Français sont un petit peu frileux. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? On peut le penser dans certains cas, si vous vous référez notamment au crédit immobilier, c'est pas cher, s'il faut investir dans une maison, c'est forcément le bon moment. Le chômage baisse, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Si en parallèle donc vous mettez tous ces points côte à côte, c'est vrai qu'on est dans une dynamique plutôt positive et auquel cas les acteurs privés, on peut estimer d'eux, en tout cas on peut attendre d'eux qu'ils investissent et qu'ils relancent l'activité économique sans que l'État n'investisse lui-même. Et donc si l'État n'investit plus, l'État va enfin avoir le temps de réduire ses dépenses publiques et à terme donc son déficit budgétaire. Voilà comment fonctionnent donc les instruments de politique économique conjoncturelle. Merci d'avoir écouté cette vidéo, à bientôt.